Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux là, ici. Chers amis, donc bienvenue au CNC. Je suis ravi de vous accueillir ici alors que cette année du documentaire va s'achever dans quelques mois au FIPADOC à Biarritz, là où, donc c'est en janvier prochain, là où nous l'avions lancé, enfin où la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, l'avait lancé en janvier dernier. Alors bienvenue aujourd'hui pour cette journée d'analyse et d'échange autour de la création documentaire, de son renouvellement et de son public, évidemment toujours dans le cadre de cette année de documentaire. Je vous rappelle rapidement cette année, comment était née l'idée de cette année de documentaire, avec, grâce à une discussion avec Julie Berthoud-Chély de la Cinémathèque du documentaire, j'ai vu tout à l'heure, donc il doit être quelque part. Donc encore merci et félicitations. Et puis à la SCAM, hein, je salue aussi sa vice-présidente ici présente, Anya Unger. Et donc on a créé ça ensemble. Et ça a été pour tous l'occasion d'engager des réflexions vraiment fructueuses avec l'ensemble des professionnels autour du documentaire et évidemment de valoriser la richesse du genre dans toutes ses formes. Alors c'est vrai que c'est un genre souvent réinventé, qui a fait preuve particulièrement dans notre pays, d'une grande créativité et qui est surtout, bon, l'actualité malheureusement nous le rappelle chaque jour et de plus en plus, c'est toujours indispensable pour nous éclairer d'avoir ce genre-là dans notre monde submergé d'images, où souvent la distinction entre le réel et la fiction peut facilement se brouiller. Et l'année dernière, quand on commençait à travailler sur cette année, déjà on se disait que c'était fondamental, mais j'ai l'impression que chaque mois qui passe, chaque semaine qui passe, on dit que le documentaire est de plus en plus essentiel. J'espère que l'année prochaine, on ne se dira pas encore ça, encore plus, mais bon, en même temps, j'ai l'impression que c'est tendanciel. Alors, rapidement, depuis quelques mois quand même, on a pu mener un certain nombre d'actions très diverses, soit le CNC, soit collectivement. Et concernant le CNC, certaines mesures sont déjà intervenues dans cette période. Je rappelle rapidement la mise en place de la conditionnalité des aides du CNC au respect des clauses types dans les contrats de production pour protéger les droits moraux et patrimoniaux des auteurs de documentaires. Et d'ailleurs, le CNC a joué aussi son rôle de médiateur pour faire aboutir l'accord qui a été signé entre les producteurs et les auteurs sur la rémunération minimale des auteurs de documentaires. Et c'est le premier accord de toute une série d'accords entre auteurs et producteurs dans les autres genres. Donc encore bravo, le documentaire non seulement est innovant, mais donne le chemin pour les autres genres de l'audiovisuel et du cinéma. D'autre part, cette année nous a aussi conduit au CNC. J'ai vraiment voulu renforcer significativement le fonds d'aide à l'innovation documentaire en le doublant presque, puisqu'il est passé de 1,7 million à un peu plus de 3,2 millions par an, en étendant l'aide à la conception aussi au long métrage documentaire fin 2022. On a aussi créé via le FIPADOC un appel à projet Impact, labellisé 3 projets dédiés aux documentaires portés par des plateformes, mise en place des groupes de travail autour des thématiques de la série et de l'international pour mieux appréhender ces enjeux, et mené une étude riche d'enseignements sur le public du documentaire que notre chère Cécile Lacou présentera d'ici quelques minutes pour poser le cadre de tous vos échanges de la journée. Et heureuse circonstance, 2023 a aussi vu des films soutenus par le CNC d'ailleurs, via l'avance sur recette, particulièrement briller en festival. L'Ours d'Or pour Sur la Damande de Nicolas Philibert à Berlin. Les Fidolfa de Kauter Benania a remporté l'Œil d'Or à Cannes. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour tendre le cou à une fausse idée parfois que j'entends, qui est selon laquelle le documentaire serait moins bien traité à l'avance sur recette que les autres genres. Eh ben non, c'est faux. Il est proportionnellement plus aidé que la fiction. Sur la période par exemple 2019-2022,
Les documentaires représentent 14% des projets déposés à l'avance avant et après réalisation, hein, et 22% des projets aidés. Et on en est très fiers. Donc aussi d'autres choses, on est ravis d'avoir mené aux côtés d'Arte et de la SCAM le cycle de discussion Le documentaire matière à penser, dont la 4e édition se tiendra ici même le 8 décembre. Et chaque édition rencontre un grand succès, donc nous espérons aussi que la prochaine, ce sera la même chose. On est très heureux aussi d'avoir pu organiser une journée dédiée au documentaire et l'éducation à l'image, qui est l'éducation à l'image, une de mes grandes priorités au CNC, lors d'un colloque qui s'est tenu le 4 octobre dernier à l'Institut Lumière à Lyon. Donc plusieurs moments comme ça qui ont donné lieu à des échanges assez riches et qui ont jalonné cette année. Donc aujourd'hui, on a souhaité consacrer une journée d'échange sur la thématique du renouvellement de la création et des publics, sur tous les écrans. Le grand, mais aussi tous les autres, même les plus petits. Et cette journée, on l'a conçue de manière transverse. Je remercie les équipes qui ont travaillé dessus, toutes les directions qui accompagnent au quotidien l'ensemble des acteurs de la filière documentaire. Et avec toujours cette volonté d'entendre et de faire dialoguer une grande diversité d'intervenants que vous allez voir au profil et aux expériences multiples sur ce genre, que ce soit évidemment des auteurs, des réals, des prods, des diffuseurs, des plateformes, des distributeurs, des exploitants. Enfin, je voudrais aussi en profiter pour saluer toutes les nombreuses initiatives portées directement par des acteurs de la filière. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, le 5 décembre, l'USPA lancera Opération Doc. Il y a eu des initiatives durant toute cette année, puis il y en a encore pas mal à venir jusqu'au FIPADOC prochain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, parmi toutes les actions menées dans le cadre de l'année du documentaire, nous avons lancé une étude pour mieux comprendre le public du documentaire, ce qu'il regardait, ce qu'il appréciait dans le documentaire, en s'intéressant plus particulièrement au public jeune. Donc pour cette étude, nous avons donc commissionné cette étude, nous avons demandé à Ipsos de mener cette étude. Et vous voyez que cette étude, elle est très complète puisqu'il y a eu 3 approches. Tout d'abord, ce qu'Ipsos appelle une self-ethnographie, à savoir des blogs individuels que un certain nombre de personnes, donc 32 participants exactement, ont rempli en avril dernier pour pouvoir dire ce qu'ils avaient regardé comme documentaire, qu'est-ce qu'ils avaient apprécié, etc. Nous parler un petit peu aussi des circonstances dans lesquelles ils regardaient des documentaires. Et vous voyez, c'est des personnes de tous âges, mais évidemment avec un petit peu plus de jeunes, collégiens, lycéens, jeunes adultes. Nous avions ensuite une phase quantitative, donc avec un questionnaire adressé à plus de 3000 personnes de 11 à 75 ans résidant en France, pour véritablement mesurer, objectiver le rapport au documentaire et l'écoute du documentaire. Et puis une dernière phase d'approfondissement qualitatif avec des focus group auprès des jeunes, du public jeune. Donc 4 groupes, 2 groupes de lycéens, 2 groupes de jeunes adultes à Paris et en province, voilà, pour mieux comprendre aussi les perceptions autour du documentaire. Et donc vous verrez les petits pictos, c'est pour symboliser donc les collégiens ou les 11-14 ans à peu près, les lycéens et les étudiants jeunes actifs que vous retrouverez tout au long de la présentation. Donc tout d'abord, si on regarde la place du documentaire dans la vie des Français, on voit qu'il y a une très très grande majorité de Français qui disent regarder du documentaire. C'est 95% d'entre eux qui disent regarder du documentaire. Et vous voyez que c'est même 1 sur 2, 47%, qui disent en regarder régulièrement. Donc on voit quand même la place importante qu'occupe le documentaire.
Et c'est le cas aussi pour les jeunes. On pourrait penser que les jeunes regardent moins de documentaires, mais quand vous voyez les chiffres, vous voyez qu'on est aussi sur des taux autour de 90% des jeunes, quelle que soit la tranche d'âge, qui disent regarder des documentaires. Alors un peu moins régulièrement chez les 11-14 ans et les 15-18 ans, mais lorsqu'on est chez les 19-24 ans, les jeunes adultes, là on a un taux de régulièrement à 50%, donc on a un taux tout aussi important que chez les adultes. Alors évidemment, on verra que la définition du documentaire, elle n'est pas tout à fait la même, elle est peut-être un peu plus large chez les jeunes. En tout cas, ce qu'il y a de commun pour tous, c'est que le documentaire s'est défini un petit peu aussi en creux par rapport à la fiction. La fiction, ça va être de l'ordre de l'imaginaire, l'invention, l'émotion, le divertissement, et les documentaires, du coup, vont être définis, à contrario, comme étant de l'ordre de la réalité, de l'authenticité, de la connaissance, la vérité, le sérieux. Donc vous voyez un petit peu les oppositions qui se font naturellement et comment se définit le documentaire, avec quelques verbatims qu'on a sélectionnés ici. Un jeune de 19 ans, par exemple, qui dit « un documentaire, c'est réaliste, contrairement à la fiction », ça nous rapproche du concret et du factuel. Ou un autre, là pour le coup un adulte de 39 ans, les documentaires ne sont pas du tout comme des films imaginaires, ils reflètent la réalité de notre société. Donc il y a toujours cette comparaison avec les films, la fiction. Et lorsqu'on regarde effectivement les associations, les premières associations au documentaire, on voit bien que ce qui revient, c'est donc le rapport au réel, représentation de la réalité, des images du réel, des témoignages, des interviews aussi, qui sont spontanément et très largement associés au documentaire, une enquête aussi, c'est un taux important de Français qui associent le documentaire à une enquête. Et puis là où se distinguent un peu les publics jeunes, notamment les plus jeunes, les 11-14 ans et les 15-18 ans, c'est qu'ils vont davantage associer la télé-réalité à du documentaire. Parce que dedans aussi, il y a réalité. Et vous voyez ici quelques verbatims des documentaires qui nous ont cités. On voit à quel point la définition du documentaire peut être large. Alors bien sûr, pour beaucoup, ça peut inclure le reportage. On va y revenir, mais la distinction entre reportage et documentaire n'est pas toujours évidente. Un jeune de 17 ans qui nous dit « le reportage, c'est un type de documentaire ». Ou un autre qui nous dit « pour moi, documentaire, reportage, c'est quand même assez proche. Je ne me suis jamais posé la question ». Et puis vous voyez également tout ce qui est produit sur YouTube, les réseaux sociaux, qui sont, pour certains, pas tous, mais pour une partie des jeunes, qui font partie du documentaire. Donc un jeune de 17 ans qui nous cite par exemple Seb Lafrite. Donc Seb Lafrite qui s'est mis à faire des documentaires. Alors j'ai appris que Seb Lafrite maintenant s'appelle Seb tout court. Donc Seb en Papouasie, Seb alors je ne sais où. Donc il va un peu partout dans le monde, il fait des vidéos. Donc voilà, pour certains jeunes, ça fait partie du documentaire parce qu'il montre avoir une certaine réalité. D'autres parlent de TikTok. Donc sur TikTok, il y a de courtes vidéos un peu comme en documentaire, on peut apprendre des choses. Donc on voit bien aussi pourquoi ils associent ces vidéos documentaires à partir du moment où on apprend aussi des choses qui ont un aspect instructif, on y reviendra aussi. Alors, pendant les focus group, on a essayé de creuser quand même, voir s'ils percevaient une différence entre le reportage et le documentaire. Et effectivement, pas spontanément, mais en creusant un peu, on sent bien qu'ils sont capables quand même de sentir qu'il y a des différences en termes de point de vue, de temporalité aussi, de temps de narration. Vous voyez que le reportage, ils vont le décrire comme plutôt une réalité qui s'inscrit dans le présent, avec une narration qui va être plus neutre, qui va être aussi neutre, mais pour autant vivante, émotionnelle, du live, des témoins actifs, des images brutes. Donc ça, c'est ce qui est associé au reportage. Un jeune nous dit, un reportage, c'est plus sur le terrain, c'est plus brut, c'est moins travaillé, on est plongé dans l'action, on suit les personnes. Et puis pour le documentaire, ils vont percevoir, car pour eux, le documentaire, ça s'intéresse davantage à une réalité au passé, qui permet d'avoir plus de recul, d'avoir plus de réflexion, d'analyse. Et on va être, et c'est ça qui est intéressant, ils perçoivent quand même qu'il y a un point de vue d'un auteur, qu'il y a une narration engagée. Une jeune, par exemple, de 24 ans qui nous disait « le temps a passé, le sujet est donc appréhendé avec du recul ». Ou, moi, ça m'amuse aussi, un documentaire, c'est travailler dans un bureau. Hein, voilà. L'histoire est construite, c'est bien préparé, il y a de la recherche. Donc c'est un petit peu la différence entre sur le terrain, le reportage sur le terrain, et le documentaire où on prend le recul, l'analyse dans le bureau. Alors, sur quels médias les Français regardent-ils du documentaire? Sans surprise, c'est en premier la télévision, qui reste le média central pour regarder du documentaire. Près d'un Français sur deux dit regarder régulièrement des documentaires à la télévision. Devant Internet, même si Internet, vous voyez aussi, c'est très important, 32%, ou les plateformes de vidéos à la demande, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, 25%. Et puis, loin derrière, le cinéma, on verra que le cinéma n'est pas spontanément associé au documentaire. En tout cas, ce n'est pas spontanément ce que l'on va aller rechercher au cinéma.
Chez les jeunes, évidemment, Internet s'impose comme le premier média pour regarder du documentaire. Vous le voyez ici, 48% chez les 15-18 et chez les 19-24 ans. La télévision reste quand même malgré tout importante. Vous voyez qu'on a quand même des taux importants aussi pour la télévision toujours. Et puis bien sûr, une consommation plus grande de documentaires sur les plateformes de vidéo à la demande, notamment chez les 19-24 ans à 43%. Et si les taux sont un petit peu supérieurs chez les jeunes pour le cinéma, c'est pas tellement qu'ils vont voir plus de documentaires au cinéma, c'est qu'en fait, le taux de pénétration du cinéma en général est plus élevé chez les jeunes. Les jeunes vont plus au cinéma que les générations, les adultes, on va dire. Et donc vous voyez pourquoi le cinéma n'est pas spontanément associé au documentaire. C'est parce que c'est vrai que le cinéma, on y va davantage pour se divertir, souvent, notamment pour les jeunes, partager un moment collectif avec ses amis, avec ses proches. Et donc, alors que les documentaires vont davantage être associés à la réflexion sur le réel, à un moment avec soi-même en privé. On le verra, mais souvent les documentaires, les choix de documentaires, ils se font aussi selon ses intérêts personnels. Et donc c'est moins quelque chose que l'on va partager avec d'autres. Et vous voyez ici quelques verbatims qui le disent bien. Regarder un documentaire, c'est assez personnel. J'ai l'impression que ça ne sert à rien d'aller au cinéma. C'est plus un truc à regarder sur la télé ou sur son ordi. Ou encore, le cinéma, c'est pour m'évader. Je n'y suis jamais allée pour un documentaire. Donc c'est vrai que la place du documentaire au cinéma, elle est moins naturelle, disons, pour beaucoup d'entre eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'image, la perception que les Français ont du documentaire. On voit que cette perception-là des documentaires, elle va aussi varier selon le média, justement. Donc, vous voyez ici, alors j'espère que vous voyez bien, la courbe en jaune, c'est la perception des documentaires à la télévision. Alors, que ce soit en direct ou en replay, vous voyez que les documentaires à la télévision, ils se détachent par leur côté sérieux, fiable, éducatif, informatif. Il y a quand même cette idée-là qu'un documentaire à la télévision, c'est plus crédible. A contrario, vous voyez donc en orange, ce sont donc les documentaires sur les plateformes de vidéo à la demande. On est sur quelque chose d'un peu plus divertissant, captivant, mais qui du coup perd un petit peu en sérieux, en fiabilité, mais aussi plus innovant aussi, c'est la pointe qu'on voit ici. Et on va retrouver un petit peu cela sur tout ce qui est documentaire sur Internet, sur les réseaux sociaux, moins sérieux, moins fiable, un peu moins captivant quand même que ce qu'on peut voir sur les plateformes de vidéo à la demande, mais aussi avec un côté plus décalé, plus innovant. Et évidemment, ces perceptions-là, on les retrouve aussi chez les jeunes. Donc les jeunes aussi estiment que les documentaires à la télévision sont plus sérieux, plus fiables, plus éducatifs, informatifs. Mais vous voyez aussi avec une petite pointe sur le côté ennuyant qui apparaît ici. Et puis, par contre, en côté captivant encore plus fort pour eux sur les plateformes de VOD et SVOD. Et c'est certainement aussi lié justement au storytelling, au mode de narration que l'on peut avoir sur ces plateformes. Alors, je disais souvent, ce qu'ils mettent dans le documentaire, c'est aussi tout ce qui leur permet d'apprendre. Et effectivement, quand on regarde un petit peu quel est le rôle des documentaires, pourquoi on regarde des documentaires, clairement, c'est pour des bénéfices rationnels. C'est d'abord pour apprendre, découvrir, s'instruire, s'informer. Comme une jeune femme disait de 13 ans, enfin une adolescente, on ouvre son esprit. C'est aussi pour approfondir, enrichir ses connaissances, se cultiver, connaître en détail, comprendre. Donc un documentaire, ça montre en détail tout ce qui se passe, ça nous explique. Et puis aussi analyser, réfléchir, s'interroger, développer son point de vue. C'est intéressant aussi d'ailleurs, un jeune homme de 24 ans qui disait « Un documentaire, c'est comme un débat d'idées, sans les esclandres des plateaux télé. Ça permet de mettre en scène une synthèse de différents points de vue pour se faire son propre avis. » Alors on est d'accord ou pas avec lui, mais c'est intéressant de voir cette opposition qu'il faisait entre les débats télé, avec toute la polémique qu'il peut y avoir, qui ne permettent pas d'avoir une vraie analyse de la situation, et le documentaire. Alors ce qu'on voit évidemment, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, la façon de regarder des documentaires, les bénéfices qu'on y recherche sont différents. Quand les enfants sont encore jeunes, autour de 11, 13 ans, ils sont encore plus portés sur la découverte du monde, avec des choix souvent dirigés. C'est souvent les parents, la famille qui orientent les choix, ou les professeurs. Puis plus ils grandissent, plus ils développent leur centre d'intérêt personnel, donc ils vont plutôt être dans des choix personnalisés, donc vouloir acquérir plus de savoir, s'approprier des connaissances, et puis en grandissant, véritablement, c'est ce que je disais aussi, développer son point de vue, alimenter sa réflexion personnelle, construire sa personnalité. Donc c'est un rôle quand même très important puisque ça participe de la construction de la personnalité aussi des individus.
Alors, je propose de regarder quelques petites vidéos, puisqu'on a demandé au moment des blogs individuels aux participants s'ils pouvaient bien se filmer pour nous parler d'un documentaire qu'ils avaient aimé, ce qu'ils avaient recherché dans ce documentaire-là. Alors, ils se sont filmés avec leur smartphone, donc la qualité vidéo et audio n'est pas toujours optimale. Donc soyez indulgents, et puis je laisse Anastasia lancer les vidéos. Les découvertes, j'ai découvert plein de choses, je ne saurais même pas quoi vous dire, j'ai tout découvert. Pourquoi les rêves, comment ça fonctionnait, l'anxiété, comment marchait l'adrénaline, que provoquait l'adrénaline en nous, vraiment, les fonctions physiques. Et enfin, moi je trouve ça vraiment incroyable. Je savais à l'époque que la Terre se réchauffait, que ça allait augmenter la température. Mais ça s'arrêtait à peu près jusqu'ici. Donc là, j'ai découvert vraiment tous les autres aspects du réchauffement climatique qu'aujourd'hui, on en parle plus. Mais typiquement, le manque d'eau à venir, l'artificialisation des sols et donc l'acidification des sols, des océans, les cycles de l'eau qui sont perturbés, des industries qui sont hyper polluantes et auxquelles je ne m'attendais pas, typiquement le textile. Et on pense tout de suite aux voitures, mais c'est pas forcément le cas. Le transport, c'est que 20%, c'est 20%. En fait, c'est l'industrie qui représente le plus d'émissions. Donc, au final, c'est ce qu'on consomme. C'est surtout ça que j'ai découvert. Et ça, on s'en rend pas trop compte quand on est jeune. En fait, donc ça se passait déjà en juillet aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc, à chaque épreuve, donc la première épreuve du décathlon, c'était le 100 mètres, donc le sprint. Et du coup, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un petit flashback où on voyait comment il s'est entraîné au cours de l'année pour cette épreuve, pour le 100 mètres. Pareil pour le saut à la perche, pareil pour le saut en longueur. Il y avait un petit flashback qui revenait quelques mois avant et on voyait comment il s'était entraîné, les difficultés qu'il avait eues et comment il s'est amélioré. Il avait rencontré des spécialistes de chaque épreuve pour s'améliorer. Voilà, ça m'a plu. Donc effectivement, vous voyez, les premiers bénéfices recherchés, c'est découvrir, approfondir, analyser. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chez les jeunes, ils vont aussi rechercher d'autres choses dans le documentaire. Le documentaire, c'est aussi un moyen pour les 15-18 ans de découvrir de nouveaux talents, de nouvelles personnalités. Même si j'ai dit que c'était souvent lié aux intérêts personnels, ils vont aussi chercher quand même à passer du bon temps avec leur famille, leurs amis. C'est important, le côté collectif, notamment quand on visionne des vidéos. Et puis, c'est intéressant aussi, vous voyez qu'ils sont plus nombreux à citer le fait que les documentaires leur donnent envie de changer le monde, et ça aussi, j'y reviendrai un peu après, voire même, vous voyez le côté valorisant des documentaires, de se sentir fier en regardant des documentaires. Ça, c'est vrai aussi chez les 19-24 ans. Les 19-24 ans qui citent aussi davantage le fait de développer son empathie, sa compassion. Donc, on voit tous les bénéfices, tout l'apport des documentaires. Donc ça, c'est pour le cadre général. Maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement aux thématiques préférées des Français en termes de documentaires et à la façon dont ils font leur choix. Donc ce qu'on voit, je disais, la télévision, c'est le premier média sur lequel ils regardent des documentaires. Et assez logiquement, la première façon de sélectionner un documentaire, c'est tout simplement via le zapping, qui permet aussi d'être en mode découverte, de se laisser surprendre aussi par un documentaire. C'est un Français sur deux quasiment qui choisit son documentaire plutôt en zappant la télévision. Chez les jeunes, c'est moins important, puisqu'on a vu que la place de la télévision était un peu moins importante, mais ça reste quand même parmi les premiers moyens de choisir un documentaire. Mais chez les jeunes, vous le voyez, le premier réflexe, ça va être YouTube. Ce n'est pas que pour le documentaire, YouTube a une place importante dans la consommation vidéo des jeunes. Donc vous voyez, on est à 36% pour les 11-14 ans, 36% également chez les 19-24 ans. Donc YouTube est vraiment le premier moyen de trouver un documentaire qui est cité. Et puis on va avoir tout ce qui tourne autour de la recommandation, aussi qui est très important chez les jeunes. Alors, recommandation, ça peut être la recommandation à travers les professeurs. C'est cité notamment par tous, que ce soit les 11-14 ans, les 15-18 ou les 19-24 ans. Ça peut aussi être par les influenceurs, les réseaux sociaux, et ça c'est particulièrement fort chez les plus jeunes, chez les 11-14 ans, donc il y a une vraie influence là-dessus. Et puis également tout ce qui va être le bouche à oreille, les amis, etc., qui vont être plus cités par les 15-18 ans, et les plateformes de vidéo à la demande aussi, particulièrement chez les 19-24 ans, c'est plus ces 19-24 ans aussi qui vont utiliser ces services-là ou être abonnés, qui citent également en deuxième position donc les services VOD. Et donc clairement, on l'a vu dans les groupes qualitatifs, on a vraiment deux références, on va dire, pour eux, pour les jeunes. C'est YouTube, j'en ai parlé, et Netflix.
parce qu'il y a une très large variété, diversité de contenus, parce que évidemment ils ont l'habitude de consommer la vidéo à la demande. Et puis ce qui est intéressant sur YouTube, vous le voyez ici, alors sur YouTube ça va être plutôt la consommation de programmes très courts, d'extraits, de vidéos partagées, mais ils ont aussi quelques repères, comme par exemple, beaucoup nous ont cité Arte sur YouTube. Vous voyez ici une personne qui nous dit « J'ai regardé le documentaire La Grande Malbouffe sur la chaîne YouTube d'Arte sur mon ordinateur portable ». Donc il y a cette référence-là, et c'est vrai que Arte, mais Gilles Fressini en parlera, a développé, a investi les réseaux sociaux, a investi le numérique très tôt, avec une stratégie éditoriale adaptée, et clairement, ça fonctionne. Puisque donc on a eu Arte qui nous a été beaucoup cité sur YouTube, et ce qui était assez amusant, c'est que l'image qu'ils ont des documentaires sur la chaîne Arte de YouTube est très positive. Elle est un peu moins positive lorsqu'on leur parle des documentaires diffusés à la télévision sur cette même chaîne Arte. Donc ça joue aussi dans l'image qu'ils peuvent avoir des documentaires. Et puis Netflix également, mais pour davantage des séries documentaires, des programmes longs, et un petit peu plus sur la télévision. Alors j'ai dit la recommandation, c'est évidemment très important, mais en fait il y a deux logiques pour choisir son documentaire chez les jeunes. Il y a, pour tous les sujets associés aux études, bien sûr, ils vont plutôt aller regarder dans la barre de recherche et taper le sujet et puis sélectionner les vidéos en fonction du nombre de likes, de recommandations et autres, ou du résumé de la vidéo. Et puis pour le reste, ça va plutôt être influencé par, encore une fois, les discussions entre amis, les fils d'actualité aussi sur les réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs, notamment chez les plus jeunes comme je le disais, et les recommandations, le nombre de vues des plateformes et des réseaux. Oui, une personne qui nous dit « Je me connecte sur Facebook Watch et je vais être emmenée vers des sujets divers par les recommandations du réseau social. » Ou un autre « Je choisis en fonction de mon intérêt du moment et de mes questionnements. Ce qui m'influence souvent, c'est les thèmes que j'ai abordés dans la journée avec mon entourage. » Donc c'est aussi ça qui va inciter à choisir tel ou tel documentaire, à aller se renseigner aussi dans une démarche plus proactive pour regarder des documentaires. En termes de thématiques, ce qu'on voit, c'est qu'on a des thématiques vraiment transgénérationnelles, notamment tout ce qui tourne autour des animaux, la nature, la végétation. Ça, c'est clairement la première thématique qui est citée par quasiment tout le monde, ce qu'ils aiment regarder. C'est plus fort, notamment aussi, enfin, c'est fort aussi chez les jeunes, mais plus particulièrement chez les 11-14 ans, un petit peu moins chez les 15-24 ans. La deuxième thématique, ça va être tout ce qui est découverte des pays, culture du monde aussi, très cité, un tout petit peu moins par les jeunes. L'histoire, alors l'histoire, on va voir que l'intérêt se construit au fur et à mesure que l'on grandit. Les enquêtes, les faits divers et les sujets d'actualité. Sujets d'actualité, là aussi, c'est un intérêt qui va croissant avec l'âge. Et puis, il y a des thématiques qui vont plus particulièrement intéresser les jeunes. Chez les 15-18 ans, vous voyez notamment les documentaires sportifs, qui les intéressent beaucoup plus, que ce soit d'ailleurs chez les 15-18 ans ou les 11-14 ans. C'est des documentaires qui leur plaisent. On a vu le documentaire sur Kevin Mayer juste à l'instant. Tous les documentaires qui tournent aussi autour des notions d'aventure, ça aussi, ça leur plaît beaucoup. Et puis, la jeunesse pour les 15-18 ans, l'éducation aussi pour les 19-24 ans. On voit bien aussi toutes les thématiques concernantes qui, évidemment, leur parlent personnellement et les intéressent particulièrement. Et puis, chez les 19-24 ans aussi, tous les documentaires artistiques autour de l'art, que ce soit le cinéma, la musique, la peinture, c'est un intérêt aussi plus marqué chez eux. Alors, rapidement, si on regarde sur certaines de ces thématiques, tout d'abord sur tout ce qui est thématique nature, animaux, ce que l'on voyait dans des focus groups, c'est que l'intérêt pour ce type de documentaire, il ne se dément pas, mais en revanche, c'est le type de narration, enfin l'intérêt pour le genre de narration qui change. Quand ils sont plus petits, ils aiment bien les documentaires qui jugent contemplatifs, qui vont être axés sur l'observation des animaux, la beauté des images, des paysages, etc. Et puis, plus ils grandissent, plus ils trouvent cela un peu trop ennuyeux, classique, etc. Ils vont rechercher plus de sensations. Donc, des documentaires à charger en émotions fortes, soit où on se met à la place des personnes, on est immergé dans la nature, soit on est sur le thème de la survie de l'homme dans un milieu naturel, ou des documentaires plus engagés aussi, qui vont mettre en valeur l'urgence d'agir pour protéger la nature et les animaux. Donc, c'est tout ça qui va petit à petit véritablement les intéresser. Un jeune de 14 ans qui le disait très bien. J'aime être proche de la nature et des animaux, mais je ne regarde plus trop ce genre de documentaire comme La Marche de l'Empereur, qu'il avait pourtant adoré quand il était petit. Et vous voyez qu'un documentaire comme You vs Wild, interactif, où on interagit avec l'acteur pour trouver le bon chemin pour sauver des animaux, tout ça, c'est des nouveaux formats qui leur plaisent beaucoup. À nouveau, quelques petites vidéos justement sur quelques documentaires animaliers. Anastasia.
Le documentaire qui m'a le plus plu, c'est sur la Terre des dinosaures. Le sujet était intéressant car il parle de la vie des dinosaures. Ce documentaire est bien fait grâce au personnage. Un monsieur qui donne l'impression de vivre avec les dinosaures, il s'appelle Nigel. On a du coup l'impression d'être avec eux. Donc j'avais regardé ce reportage tout simplement parce que j'avais beaucoup de bons retours à propos de celui-ci. Et voilà, j'aime beaucoup les reportages animaliers, donc notamment du monde marin. Et j'aime beaucoup les expériences immersives où vraiment une sorte de huis clos, on va vraiment suivre deux protagonistes, donc ici l'homme et la pieuvre, et voilà, suivre vraiment l'évolution d'une relation très profonde. Et ça parlait d'un mec qui s'appelait Timothy. Je me souviens plus de son nom de famille. Et il vivait avec les ours, il a grandi avec les ours. Je me souviens particulièrement de ce documentaire parce que la fin était tragique. Et du coup, il y avait la vidéo sur YouTube de son meurtre, entre guillemets, il s'est fait assassiner par un ours. C'est un petit peu ce qui plaît, hein. Les sensationnalismes un peu aussi qui peut plaire. Donc voilà. Si on regarde sur les documentaires historiques, comme je disais, l'intérêt se développe avec le temps. Et ce qu'ils vont apprécier notamment, c'est également les grandes figures historiques, politiques. On sait qu'en fiction, les jeunes ils aiment beaucoup les biopics, et du coup en documentaire, ils aiment aussi les documentaires centrés sur des personnalités auxquelles ils peuvent s'identifier potentiellement, ou en tout cas vivre avec eux leurs aventures. Ils aiment aussi les narrations un peu romancées, donc des documentaires qui empruntent au code de la fiction, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Donc soit une narration romancée, soit aussi les narrations plus décalées, avec de l'humour, avec potentiellement une certaine ironie. Le parcours des tyrans, par exemple, était cité. Un documentaire atypique, semi-ironique, comme un mode d'emploi pour devenir un tyran. On a les points clés et de l'humour quand il pose des questions gênantes aux experts. Donc ça aussi, ça plaît bien, ce traitement-là. Ou encore un autre documentaire qui était apprécié parce qu'il fait penser à un film. Donc voilà, on voit bien aussi que les docu-fictions, c'est quelque chose qui fonctionne également très bien. Et puis, évidemment, les documentaires qu'ils aiment, c'est tous ceux qui peuvent susciter la discussion, créer la polémique, susciter le débat. Et ça va être notamment toutes les thématiques autour, qui sont importantes pour eux, hein, autour de l'écologie, du harcèlement, de l'égalité femmes-hommes, et il y en a d'autres également. Donc tout ce qui peut créer le buzz, c'est évidemment ce qui va particulièrement leur plaire. Vous voyez ici quelques exemples. On cite le documentaire sur Angèle, par exemple, qui avait suscité un certain nombre de débats, puisque son frère était accusé d'agression sexuelle alors qu'elle se disait féministe. Une autre personne qui nous dit qu'elle aime regarder des documentaires qui prennent position sur des sujets controversés. Sur les guerres, par exemple, ça m'intéresse d'entendre différentes versions de la même histoire pour appuyer un peu mes propos quand j'en parle avec mes amis. Donc, ce que je disais avant, de pouvoir aussi s'instruire, développer son point de vue également. Alors, on vous a mis quelques exemples de documentaires qui avaient été cités, justement, qui suscitent des débats et qui sont particulièrement appréciés. Vous voyez Super Size Me, vous voyez Les Nouveaux Chiens de Garde. On a également How to Sell Drugs Online, Des Tueurs de la République aussi. Ou encore Et Pepsi, Il est où mon avion? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un documentaire sur un jeune Américain qui a pris au mot la campagne publicitaire de Pepsi qui pouvait sous-entendre qu'avec des points fidélité, vous pouviez avoir un avion. Donc, d'où le « Il est où mon avion ?» C'est un petit peu l'histoire de David contre Goliath parce qu'il a porté plainte, parce qu'il avait accumulé plein de points fidélité. Donc voilà, c'est le genre de choses qui plaît beaucoup. Également, ce genre d'histoire aussi qui plaît beaucoup. Et puis enfin, pour finir, on a vu sur les thématiques, le fond, ce qu'ils appréciaient, les histoires qu'ils appréciaient. En termes de format de réalisation, ce qu'on regarde, ce que les Français regardent, c'est essentiellement d'abord des unitaires. 86% d'entre eux, c'est aussi un taux élevé chez les jeunes, même si un petit peu moins, 75% chez les 15-18 ans, 72% chez les 19-24 ans. Alors si beaucoup regardent des unitaires, c'est parce qu'ils apprécient ça, bien sûr. C'est aussi parce que l'offre documentaire aujourd'hui en France, elle est quand même essentiellement constituée d'unitaires, en tout cas pour les documentaires français. Et puis vous voyez un intérêt plus marqué encore pour les séries documentaires chez les jeunes, notamment les 19-24 ans, près d'un sur deux qui dit regarder des séries documentaires. Donc des séries documentaires, évidemment, c'est des formats qui s'étalent sur plusieurs épisodes assez longs. Et puis à l'inverse, vous allez avoir aussi une très forte appétence des jeunes pour les formats très très courts, de moins de 10 minutes, puisque vous voyez que c'est 57% notamment chez les 15-18 ans et 48% chez les 19-24 ans qui disent regarder ce type de format.
Et vous voyez ici également quelques verbatims. Pour moi, un documentaire, c'est 40-50 minutes max. On est plus attentif sur des courtes périodes. Où je préfère les documentaires courts parce que cela me permet d'en regarder plusieurs de suite si j'ai plus de temps. Donc on voit bien qu'il y a ce souci de la concentration et donc les jeunes préfèrent des formats plus courts. Ce qui marche bien aussi, c'est les podcasts documentaires, puisque vous voyez que donc 35% des Français disent écouter des podcasts documentaires. Ce taux-là, il monte à près de 50% chez les jeunes, chez les 15-18 et les 19-24 ans. Donc c'est aussi un format qui plaît et qui plaît de plus en plus. Et c'est aussi en lien avec le fait qu'ils regardent et ils écoutent davantage de documentaires sur les supports mobiles, comme vous voyez ici, notamment les smartphones. Alors évidemment, l'écran de télévision reste le premier écran sur lequel les documentaires sont regardés. Pour 77% des Français, c'est clairement le support privilégié, loin devant les autres. Pour les jeunes, c'est aussi le premier écran sur lequel ils regardent les documentaires. Mais vous voyez que le taux est moins important, autour de 55%, parce que justement, ils vont regarder davantage de vidéos, et cela inclut aussi des documentaires, sur les smartphones, et pour les 19-24 ans, sur leur ordinateur portable, voire sur tablette. On leur a posé la question de savoir s'ils seraient intéressés par ces formats-là que vous voyez ici. Les séries documentaires, on en a parlé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un intérêt marqué pour tous les Français, pas que les jeunes, pour les séries documentaires. Il y a un vrai engouement autour des séries documentaires. Les docufictions aussi, un intérêt très large, pas que chez les jeunes pour des docufictions. Et en revanche, les jeunes vont montrer plus d'intérêt pour tout ce qui est documentaire interactif, collaboratif. On a parlé tout à l'heure de You vs Wild, ou également les documentaires en réalité virtuelle. On avait fait une étude cet été justement sur la réalité virtuelle et les usages immersifs qui montrait vraiment, on va dire, cette rupture générationnelle où il y avait un usage très large de la réalité virtuelle chez les moins de 35, moins de 40 ans et beaucoup plus marginal chez les plus de 40 ans. Et puis, dernière question qu'on avait posée, que je trouve intéressante, c'était de savoir si, après avoir vu un documentaire, les Français avaient déjà mené une de ces actions responsables-là. Et vous voyez qu'au global, c'est plus d'1 sur 2 qui dit avoir déjà changé quelque chose, fait quelque chose après avoir vu un documentaire. Donc ça montre l'impact des documentaires. Et ce taux-là, il monte même à 57% chez les 15-18 ans et 68%, ce qui est quand même très important chez les 19-24 ans. Alors les premières actions qui vont mener après avoir vu des documentaires, c'est changer ses habitudes de consommation. C'est aussi parfois boycotter un produit ou un service après avoir vu un documentaire. Mais vous voyez également, et notamment chez les jeunes, ils sont davantage susceptibles de faire un don, de s'engager politiquement ou associativement après avoir vu un documentaire. Donc on voit aussi le rôle là des documentaires, l'impact des documentaires sur les mentalités, sur les modes de consommation. Donc voilà un petit peu pour cette étude. Ce qu'il faut en retenir, c'est que donc, les documentaires, c'est important, ça occupe une place très importante dans la vie des Français, ça joue un rôle très important, notamment dans la construction de la personnalité, la construction de sa réflexion, même si évidemment... Même si l'apprentissage, la découverte, c'est les principaux bénéfices des documentaires, les jeunes vont aussi chercher, évidemment, comme dans toute vidéo, le plaisir aussi des documentaires, la recherche d'émotions, de liens sociaux, etc. On a vu le rôle toujours central de la télévision, même s'il est un peu moins central chez les jeunes, parce qu'évidemment, ils se tournent davantage vers Internet, vers YouTube, vers les plateformes de vidéos à la demande. Et puis, ce qui est certainement aussi important de retenir, c'est qu'on est sur, même s'ils aiment le partager, en discuter entre eux pour les plus jeunes, le visionnage de documentaires, ça reste plutôt une expérience personnelle en fonction de ses centres d'intérêt personnels. Ce qui milite aussi pour avoir une très grande diversité de documentaires en termes de thématiques, en termes de mode de narration et autres. Et ce qui était frappant, nous, en lisant les blogs, en regardant les focus group, c'est qu'il y avait rarement le même documentaire qui était cité. C'était souvent des documentaires très différents qui étaient cités, ce qui montrait bien, quelque part, cette fragmentation de la consommation, mais surtout le fait qu'il faut une très grande diversité de documentaires. Il y avait moins de must-see, on va dire, de séries qui faisaient l'unanimité ou qui étaient citées par tout le monde. En documentaire, c'est beaucoup moins le cas. C'était vraiment beaucoup plus varié. Je ne reviens pas sur les thèmes les plus fédérateurs et qui plaisent le plus. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les documentaires, ils suscitent aussi la réflexion, ils suscitent les débats sur, évidemment, les réseaux sociaux entre amis. Et c'est aussi ça qui les attire, qui les interpelle.
Et donc leurs principales attentes, on a vu, en termes de format, c'est plutôt des formats soit très courts, soit de la série documentaire, essentiellement, même s'ils regardent aussi bien sûr des unitaires. Ils vont nous parler aussi de faciliter l'accessibilité aux gens, alors là avec une vision un peu utopique, de rassembler toutes les œuvres sur une plateforme gratuite, bien sûr, mais de communiquer davantage aussi et différemment, et c'est peut-être plus intéressant à retenir, parce qu'effectivement, eux, comme je disais, leur source aussi d'information, ce sont aussi les réseaux sociaux, c'est aussi YouTube et autres. Donc c'est important d'être présent sur ces réseaux-là. Pour les plus jeunes. Tout ce qui va être narration aussi chargée en émotion, en suspense, en révélation, ces modes narratifs-là, ça les attire, on l'a vu. Mais évidemment, attention au formatage, parce que certains nous l'ont dit, il y a aussi un début de lassitude quand même, avoir toujours le même format, quelque part. Donc oui, il faut de l'émotion, du suspense, etc., mais il faut aussi de l'originalité. Et puis, c'est aussi pour ça qu'ils sont intéressés par les nouvelles formes narratives, immersives, interactives, la réalité virtuelle, les genres hybrides, docu-fiction, etc. Et l'incarnation également, puisqu'on a vu que c'est aussi quelque chose qui leur plaît.